Bonjour tout le monde, bienvenue à Ouvre ton jeu. On a eu beaucoup de demandes parce que le jeu était complètement vendu, il n'y en avait pas nulle part au Québec. Et là, vous allez en trouver un peu partout parce qu'on en a reçu plusieurs milliers et ils sont en vente dès maintenant. Donc, c'est le jeu Ouvre ton jeu. C'est les mêmes que c'est des questions rouges, des questions vertes, des questions jaunes, des questions mauves. Alors, si vous voulez vous gâter, puis on a beaucoup de commentaires de gens qui le font, des fois en couple, des fois en famille, des fois avec des amis. Et ça leur permet vraiment de découvrir les autres. Et il y a 2 règles. C'est l'écoute et la bienveillance. Fait que c'est assez facile à retenir. Puis justement, je veux aussi vous lire des commentaires parce que, bon, vous êtes nombreux et nombreuses à regarder ou à écouter le podcast qui est disponible sur Patreon en avance, sur aussi le Marie Club, qui est la plateforme numérique dans laquelle je mets beaucoup de contenu à chaque mois où il y a des spécialistes, on parle un peu de tout, on a un club de lecture. Et sur cette plateforme-là qui s'appelle le Marie Club, vous avez aussi l'épisode une semaine à l'avance et évidemment sur Spotify, en fait, tous les endroits où il y a des podcasts, nous sommes là et nous avons aussi la chaîne YouTube Ouvre ton jeu. Donc, j'aime ça vous lire des commentaires avant de recevoir l'invité. Ça nous dit à quel point on est connecté à travers les confidences de nos invités. Il y a Amélie qui dit « Je vous écoute en faisant la traite des vaches le matin et ça, elle le fait en Australie. » Thérèse nous dit « Ouvre ton jeu, c'est mon podcast préféré et je l'écoute de l'autre côté de la planète parce que je suis nomade et je suis présentement en Malaisie. » Il y a Manon qui dit « Le podcast Ouvre ton jeu m'aide vraiment à passer à travers les moments moins faciles de la vie et j'adore apprendre à connaître les gens que malheureusement, par ignorance, on juge sans vraiment connaître leur parcours de vie. Tu m'aides à être une meilleure version de moi et mon but dans la vie, c'est d'être une meilleure humaine. » Et ça, je trouve ça magnifique parce qu'effectivement, autour de cette table-là, et quand on écrit aussi les questions de ce jeu-là, le jugement n'en fait pas partie. Des fois, moi, il y a des propos qui se disent devant moi, je suis pas vraiment d'accord ou j'aurais jamais pensé dire ça. Des fois, je me dis, oh, il dit ça, il y a sûrement des gens qui vont réagir, mais ça ne m'appartient pas. Ça appartient à l'invité. Et la plupart du temps, il n'y a pas tant de réactions parce que c'est tellement assumé, ça fait tellement partie d'un parcours, comme on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous la même vision. Et c'est enrichissant. Moi, personnellement, ça m'aide beaucoup dans ma vie d'entendre les leçons de vie des autres et de ne pas juger aussi. Ça calme quelque chose. Je trouve que moi, en tout cas, ça m'aide au niveau de ma propre douceur. Ça m'amène à être beaucoup plus douce envers les autres, plus d'accueillir leurs propos que d'essayer de toujours trouver la faille. Il y a Marie qui nous dit « Vos épisodes d'Ouvre ton jeu sont une véritable nourriture pour l'âme. Vous ne pouvez pas imaginer combien vos invités me touchent, m'inspirent et me font du bien. J'y entends des choses et des révélations que j'en entends nulle part ailleurs et qui me font sentir normale et partie de la gente humaine. » Et ça, c'est ce que je suis en train de dire quand on accepte les autres. Des fois, il y a tellement des gens qui disent « Hey, moi, je me sens différent, je me suis jamais sentie comme les autres. » Et tout d'un coup, entendre des gens qui sont comme nous, bien, ça fait du bien de dire, OK, je ne suis pas seule. Et c'est ça qui se passe avec Ouvre ton jeu. Donc, je vous le dis souvent, mais pour moi, c'est certainement un des plus grands projets, pas juste de ma vie professionnelle, mais de ma vie, parce que ma passion, c'est l'humain. Et chaque humain qui vient devant moi se prête au jeu avec une si grande vulnérabilité. Ils n'ont pas de garde, ils baissent les gardes, puis ils le font pour eux et pour vous aussi. Et moi, je leur dis toujours, vous aidez les gens dans vos confidences, puis on essaie toujours de leur envoyer le plus de commentaires possible suite à la diffusion. Je veux remercier l'équipe parce que j'ai de l'air toute seule, mais il y a une équipe derrière moi. Il y a Caroline Dionne qui est à la coordination, David Bourgeois à la mise en ligne, Jonathan Fréchette à la création numérique, Maëlle Ledvin qui est à la captation. Aujourd'hui, on a un invité que j'ai eu à croiser plusieurs fois, mais que je connaissais pas tant. Et c'est Martin Vachon. Alors, j'espère que vous apprécierez cet épisode. Et vous allez voir, on va aller un peu n'importe où avec Martin. L'idée, c'est vraiment de découvrir l'homme qu'il est. Alors, laissons place immédiatement à Martin Vachon.
un coup qu'on parle un peu de ma vie personnelle, comment se préparer mentalement, psychologiquement à faire un show comme Big Brother? Fait que là, pendant 3 mois, je me suis préparé avec ma psy, des mises en situation qui se passaient ça dans une télé-réalité. Comment je réagis? Pourquoi ça m'affecte? Pourquoi j'ai peur? Tu sais, à la base, c'est niaiseux, ce médaillon-là, c'est un travail avec ma psy. C'est comme une rose des vents, mais au lieu d'être nord-sud, est-ouest, c'est C pour Catherine, M. Martin, Liam et Maxence, pour me guider dans la tempête de Big Brother, pour jamais oublier... oublie pas pour qui tu joues, qu'est-ce que... Tu sais, c'est pas la réalité parce que c'est un jeu que tu oublies la réalité. Fait que j'ai commencé à consulter, puis ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait. Et depuis ce jour, je l'ai dit à tout le monde, là, il faut consulter. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. Je reçois un gars qui m'a écrit des textes. Et ça, c'est rare parce que moi, je suis pas très bonne dans apprendre un texte par cœur, mais quand on participe à des shows d'humour, des spectacles d'humour, en fait, il y a des scripteurs et c'est un très bon scripteur. C'est un acteur, c'est un humoriste. On l'a vu dans Big Brother. On dirait que je l'ai vu à plein d'endroits. Mais je suis pas sûre que je le connais tant que ça. Et j'avais cette curiosité d'aller plus loin avec lui et de faire en sorte qu'on le connaisse encore mieux. Martin Vachon, bienvenue. Ben merci de m'accueillir. C'est très gentil. Je suis très content d'être là. Mais je t'ai connu effectivement comme scripteur sur un spectacle d'humour de Pierre Hébert. Et j'ai appris ton texte facilement. Mais t'étais très bonne. C'est un talent naturel que t'as pour la comédie. Très naturel, très. Non, mais je t'ai connu aussi parce que, bon, c'est Pierre Hébert qui m'avait invité sur un gala comédien à Québec. C'est ton ami aussi, Pierre Hébert. Oui, c'est un de mes meilleurs amis. Ça a été mon célébrant à mon mariage. C'est mon super mari. Parce que c'est niaiseux, on a la même bague de mariage. Ça a été un hasard. C'était pas arrangé. Oui, puis tu sais, Pierre, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est une inspiration pour moi aussi dans le milieu, comment gérer vie familiale puis vie professionnelle. Il y a vraiment des belles valeurs. Ça a tout de suite connecté. Et c'est ma deuxième femme. On va à Disney ensemble, on travaille ensemble. Ça va vraiment bien. Et oui, je me rappelle, puis ce sketch-là avait été incroyable. Où je faisais une psychologue folle. Oui. Mais complètement, il y avait Florence Lompré, Marc Beaupré, Pierre et moi. Ouais. Et je finissais je cassais une chaise sur le dos de Pierre. Mais quelle violence! Est-ce qu'on refait la scène aujourd'hui? Est-ce que tu vas me rebriser une chaise sur le dos? Non, ça va être correct, mais je me souviens d'avoir compris un peu qu'est-ce que ça pouvait être humoriste dans le sens... On voit tellement les gens sur la scène et tu dis, OK, si ils rient pas, on les voit ne pas rire. On le trouve drôle, le sketch, quand on le fait, mais faut-il aussi que le public trouve drôle le sketch? Oui, puis des fois, on trouve ça très drôle avant de l'essayer, puis finalement, le public avait pas la même idée que nous. Puis des fois, c'est le contraire. Des fois, là, il y a des blagues. Moi, on dit quand j'ai rodé beaucoup pour mon deuxième one-man show, puis des fois, là, des blagues que je savais même pas que c'était une blague, ça riait super fort. Puis la joke que je pensais, je vais finir mon numéro avec ça va être un gros succès. Rien, aucune réaction. Donc, des fois, c'est ça, c'est se laisser surprendre sur scène puis juste se lancer dans le vide. Oui, puis ça prend quand même un ego équilibré. Je veux dire, faut être comme à la bonne place parce que si tu prends ça trop personnel, c'est pas facile, j'imagine. Faut avoir une bonne armure. Moi, j'appelle ça, c'est une armure et faut jamais perdre le feu dans les yeux. Moi, c'est Daniel Fichot, qui était ma coach de jeu en sortant de l'école de théâtre, m'avait dit que Martin, dans tes spectacles d'humour, là, regarde toujours le public comme tu veux qu'il te regarde. Tu manques une joke, mais si dans tes yeux, il y a encore la confiance, puis le public, OK, il sait où est-ce qu'il s'en va, tu peux prendre mes clés, amène-moi où tu veux, mais si il y a le moindrement une faiblesse, une faille dans tes yeux, le public va, la personne est nerveuse, OK. Fait que le but, c'est de fronter, en grosses guillemets, genre, faut que ça aille bien. Mais c'est bon ce que tu dis. Parce que, bon, Daniel, il faut dire que tu es diplômé de l'école de théâtre de Saint-Hyacinthe, du cégep de Saint-Hyacinthe en théâtre. Daniel Fichot, elle en a vu des acteurs. C'est une actrice elle-même. Donc, elle te dit ça. Je trouve ça, c'est tellement vrai parce que quand on est spectateur, puis qu'on sent qu'il y a un doute, tu sais, au théâtre, moi, j'ai toujours peur qu'ils ne se souviennent plus de leur réplique. Moi, je trouve que le théâtre, ça doit être absolument affolant, tu te lances dans le vide. Puis quand tu sens au début un petit peu de nervosité, moi, je n'écoute même plus, là. C'est juste,
OK, elle a dit sa phrase. Ouais. Là. Donc, c'est déjà ça que tu inspires aux gens. C'est ce que tu es en train de dire. Si tu as de l'air nerveux, le public le devient. 100%. Ils vont ressentir ça, puis ils vont peut-être même pas le réaliser. Pourquoi je suis pas à l'aise? Pourquoi je suis un peu nerveux? C'est ça, un bon entertainer, quelqu'un qui prend les mains du public et qui les guide. Tu sais, c'est juste amener le public à avoir de confiance et make people be felt, en voulant dire, je ne suis pas capable de le traduire, mais une bonne personne sur scène, là, il faut que le public se sente genre écouté ou genre important aux yeux de la personne sur scène. Souvent que ce soit un chanteur, que ce soit un acteur, peut-être pas un acteur quand c'est une pièce, mais un humoriste, moi, je veux que les gens dans la salle, ou toi, je veux que tu te sentes important quand je te parle, que je ne suis pas en train de réciter quelque chose. Fait qu'il y a quelque chose de très dans le direct, dans toutes les arts live. La complicité. Ouais. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais allée à la Place des Arts voir Zaz, la chanteuse. Puis elle s'est trompée dans ses paroles. Et là, ses musiciens ne la suivaient plus. C'est qu'elle a tout arrêté. Puis elle se promenait sur la grande scène du théâtre Maisonneuve. Puis elle l'effaçait. C'était drôle parce que comme ça, elle effaçait un tableau. Okay. Et j'ai tellement trouvé ça drôle parce qu'effectivement, on est devenus complices parce qu'il y a eu un malaise, ça, mais là, ça va pas. Puis là, tu sentais que tout le monde... Mais en faisant ce geste-là, regarde, on venait faire, on recommence, tout va être correct. Au contraire, on dirait qu'elle nous a fait vivre un moment plus personnel avec elle. Ouais. La transparence, soit authentique, là, puis le monde va embarquer dans tout ce que tu fais. Puis il n'y a personne, à part la personne qui fait le spectacle, sait c'est quoi exactement le spectacle. C'est tellement ça. Bon. Mais c'est comme en entrevue, tu sais, quand j'ai commencé à faire des entrevues, les recherchistes, des fois, ils me donnaient tu sais, on travaillait ensemble les questions. Puis il y a des questions, à un moment donné, l'invité disait quelque chose de tellement bon, fait que tu oublies ça, là, les questions. Tu dis, ben non, mais la prochaine question est dans ce qu'il vient de dire. Ouais. Puis, tu sais, des fois, je disais à l'équipe, mais ce qu'on n'a pas passé, personne ne le sait, là. Exact. Tu sais, on n'a pas dit. C'est pour ça, des fois, il faut faire attention, pas trop de créer d'attente, parce que si ça va ailleurs, il faut se laisser cette liberté-là. Ouais. Comme dans Ouvre ton jeu, où il y a beaucoup de liberté dans ce jeu-là. Je t'explique, Martin, tu es prêt à ouvrir ton jeu? Totalement. Il y a les questions vertes, qui sont des questions générales, mais il faut quand même que tu saches que ce jeu-là, même si c'est des questions qu'on va retrouver chez d'autres invités, ce mix de questions-là est juste pour toi. OK. Les questions jaunes commencent à être plus personnelles. Les questions rouges sont plus intimes. Parfait. Les questions roses, c'est les questions Eros. Oh! Donc, le niveau Eros, ça donne une idée. C'est intime, sensuel et sexuel. J'ai la carte Opto-Réseau qui arrive à la fin et tu as un joker. Si jamais tu trouves que ça va trop loin, que tu as l'impression d'avoir fait le tour, tu veux mettre un terme, tu mets le joker sur la table. Tu peux l'utiliser une fois pendant le jeu. Parfait. Alors, la façon que ça fonctionne, tu brasses les cartes vertes, tu peux les brasser directement sur la table. Okay. Tu m'en donnes 5. Hey, on peut juste répondre à des roses, ça me dérange pas. Moi, je le sais, ton niveau Eros, il y en a que ça les stresse. Toi, je sais que tu es très à l'aise. Tu as quand même fait une émission nue. Fait que, ouais. Mais là, je me demandais, va-t-il venir habillé? Ouais, mais oui, j'essaie de me garder une petite gêne. Tu sais, c'est vraiment me mettre à nu, mais d'une autre manière aujourd'hui. Exactement. Donc, c'est 4? Tu m'en donnes 5. 5. Oui, exactement. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais te lire les questions, Martin, et tu vas en choisir une auquel tu devras répondre. Et après, je vais en choisir une auquel tu devras répondre aussi. Okay. Alors, sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? OK. Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Ouf. Comment réagis-tu à l'autorité? Okay. Quelle personne a fait une différence dans ta vie? Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Hey, on pourrait passer 1h30 à juste répondre à ces questions-là. Les 2 premières, est-ce que tu peux répéter? Je sais qu'ils m'ont marqué beaucoup. Là. Yeah. Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Okay. Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Ah, celle-là, elle vient chercher quelque chose de très émotif. Ben, pas d'émotif, mais juste... j'ai accordé pendant beaucoup trop longtemps, et encore un peu aujourd'hui, trop d'importance au regard des autres. Ça dictait ma vie, ça dictait qui je suis, ça dictait, je pense, aussi même un peu mon métier. Tu sais, je pense qu'à la base, ce désir-là de faire ce métier-là, c'est parce que tu veux vivre dans le regard des autres. Tu sais, il y a quelque chose de divertir les gens, je veux que les gens m'aiment. Tu sais, la première fois que je suis monté sur scène en secondaire 3, puis j'ai eu comme des applaudissements, puis un standing ovation, puis de juste, wow, cette dose d'amour-là, j'ai fait, c'est ça que je veux avoir pour le restant de mes jours. T'existais dans le regard de l'autre. Oui. Puis ça faisait du bien. Et
ça a été, par exemple, trop important à plusieurs niveaux. Personnel, professionnel et même esthétique. Juste l'apparence. Ou même, hey, là, excuse-moi, je vais sauter du coq à l'âne, tu sais, genre... C'est ton moment, tu réponds, tu vas où tu veux, on te suit. Dès mon enfance, mon père, genre, c'est... faut pas que... Tu sais, ce que les autres pensent, que les voisins, ce que mes grands-parents vont penser de ce qui se passe à la maison. Je pense que j'ai été élevé avec ces... Qu'est-ce que les autres vont penser, malheureusement, puis ça m'a formé. Fait que j'ai toujours été dans qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Je pense que c'est là que ça vient, mon petit instinct de vouloir être premier de classe. Je veux tout le temps plaire, je veux que les gens m'aiment. À un point tel qu'à un moment donné, j'ai réalisé que c'était trop parce que c'est lourd vouloir plaire à tout le monde parce que je me respectais pas. Moi, je suis pas capable. J'ai toujours dit en blague, je suis Ned Flanders dans les Simpsons. Je suis un Golden Retriever. Je veux que quelqu'un va dire quelque chose dans un party qui est contre mes valeurs. Je vais même pas le souligner parce que je suis contre. Je suis contre, mais je suis pas capable j'ai la difficulté des fois à m'affirmer ou à la confrontation. C'est quelque chose qui est impossible pour moi. Dernièrement, dans la dernière année et demie, j'ai fait des gros progrès sur genre, qu'est-ce que j'ai besoin, moi? C'est ma psy qui me dit, OK, des fois, là, qu'est-ce que tu as vraiment besoin? Dans le fond de toi, tu le sais si tu as besoin de te reposer. As-tu besoin de rester à la maison ou tu veux pas décevoir quelqu'un puis tu veux aller l'aider à déménager? Toi, ou tu veux dis l'aider? oui quand tu penses non. Parce que moi, il y a une phrase qui me guide dans la vie. C'est, je me dis toujours, est-ce que j'aimerais ça que cette personne-là fasse ça si je lui demandais? Fait que ça fait en sorte que moi, j'aimerais ça quand quelqu'un m'aide, on va dire, à faire quelque chose ou accepte de venir là. Ou tu te poses pas la question, est-ce que moi... Ah non. Parce que ce que j'entends, c'est quelqu'un qui se suradapte. Ah, totalement ça. C'est une grande force, mais c'est épuisant à la longue. Mais la suradaptation, moi, comme j'ai déménagé souvent, je suis arrivée à 30 ans avec ce constat-là. Qui suis-je? Parce que je suis la réponse de toutes les autres. Je suis toujours ce que l'autre voudrait que je sois. Parce que quand tu es nouveau, tu dois t'adapter parce que sinon tu es un peu rejet. Moi, c'était comme un mécanisme. J'arrive à quelque part, je suis la nouvelle. Puis comment ça marche ici, ça va être comme ça, tu sais. Hey, j'ai eu 40 ans cette année, puis je pense que je pourrais même pas répondre à 100% à la question « Qui suis-je? » Parce que j'ai toujours été dans plein de sphères de ma vie, puis c'est niaiseux, puis ça m'a angoissé pendant longtemps. Mais c'est pas niaiseux ce que tu dis. Je pense qu'on n'est pas toujours conscient de ça, Martin. C'est important, moi, je trouve, ce que tu dis. Tu sais, j'ai eu de la difficulté des fois à affirmer c'est quoi mon style de musique préféré? C'est quoi des questions simples comme ça? Ah, je sais pas, j'aime tout. Ouais, t'aimes-tu vraiment tout ou t'aimes tout parce que tu vois du positif dans tout aussi? Mais avec des cercles d'amis, j'ai toujours eu plein de cercles d'amis différents. Puis j'ai tout le temps, des fois, été déchiré. OK, mais ces amis-là, ils vont pas ensemble, mais OK, mais qui je choisis? C'est vraiment ça. Je me suradapte. Ah, ben, c'est le fun. Ça coûte moins cher venir ici qu'avoir une thérapie de plusieurs années. mais tu as décidé d'aller en thérapie, pourquoi? À la base, Big Brother. C'est Big Brother qui m'a donné le coup de pied dans le derrière pour aller faire ça. Dans ma quête de petit premier de classe qui veut tout le temps bien se préparer. J'aime ça, la préparation pour des rôles, me surpréparer. Moi, je suis dans la... Suradaptation, surpréparé. Ah oui. OK, t'es dans le sur. Ouais. Et quand j'ai accepté de faire Big Brother, au début, j'ai accepté parce que toutes les red flags étaient allumées pour pas que je le fasse. Je suis quelqu'un un peu d'anxieux. Je suis pas capable de dire non. J'aime pas la confrontation. Je veux plaire. Je suis un peu paranoïaque, mais je fais de la de la distorsion cognitive. Des fois, je m'invente un scénario que la personne pense, puis je réagis en fonction de « Ah, je pense, la manière dont tu m'as regardé, peut-être qu'elle m'aime pas finalement. » Tu sais, tu t'inventes... Mais toi, tu l'intègres. Ouais. Fait que tu vas répondre à ça, mais sans qu'elle t'ait rien dit. Je répondrai pas parce que je veux jamais plaire, mais je veux toujours plaire, mais je vais vivre de l'angoisse là-dedans sur des craintes qui n'existent même pas, tout non fondées. Fait que là, j'étais comme, je suis pas capable de dire non, j'ai de la misère à mentir. J'irai jamais faire une télé-réalité que t'es filmé 24 heures, t'as pas le contrôle sur le montage. Non, il y a de la stratégie, là. Je veux dire, l'idée, c'est de gagner, c'est de rester là. Puis à un moment donné, je suis revenu à la conclusion que, tout me dit de pas le faire, ça veut dire qu'il faut que je le fasse. Faut que je fonce. Puis
je suis beaucoup avec mes enfants de hey, ayez pas peur, parce que moi, je suis peureux dans la vie, ayez pas peur, foncez. Puis là, j'étais comme, je peux pas leur dire de pas avoir peur quand toi-même, fait que j'ai foncé. Puis là, quand le moment que j'ai dit oui, hey, là, j'ai eu une boule dans le ventre, j'ai fait, oh, ouais, là, je pense que c'est le temps. Ça faisait des années que je chantais, puis je disais à tous mes amis, ben, tu devrais consulter, pourquoi tu vas pas consulter? Puis j'étais le cordonnier mal chaussé, je disais, hey, elle va consulter, mon frère consulte, mes amis toi, consultent. Tu disais aux autres de consulter, mais toi, tu n'avais jamais consulté. J'étais quand même très fonctionnel, puis j'avais une petite peur d'ouvrir cette boîte de Pandore-là. Je me disais, je suis fonctionnel, si je vais jouer dans mes bébites, j'ai peur que la chaîne débarque. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, là, il s'est passé des affaires dans ma vie, genre, il faut que je le fasse. Et moi, ma surpréparation, un coup qu'on parle un peu de ma vie personnelle, comment se préparer mentalement, psychologiquement à faire un show comme Big Brother. Fait que là, pendant 3 mois, je me suis préparé avec ma psy, des mises en situation qui se passaient ça dans une télé-réalité. Comment je réagis? Pourquoi ça m'a fait? Pourquoi j'ai peur? Tu sais, à la base, c'est niaiseux, ce médaillon-là, c'est un travail avec ma psy. C'est comme une rose des vents, mais au lieu d'être nord-sud, est-ouest, c'est C pour Catherine, M. Martin, Liam et Maxence, pour me guider dans la tempête de Big Brother, pour jamais oublier, oublie pas pour qui tu joues, qu'est-ce que, tu sais, c'est pas la réalité parce que c'est un jeu que tu oublies la réalité. Fait que j'ai commencé à consulter, puis ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait, et depuis ce jour, je l'ai dit à tout le monde, là, il faut consulter. Il n'y a rien de... C'est avoir la chance de parler à quelqu'un qui n'est pas dans ton cercle, de pouvoir se confier. Moi, c'est mon gym. 1 fois ou 2 semaines, depuis 3 ans, je vais au gym, mais mental et émotif de « Oh, c'est... » Puis même quand ça va bien, c'est bon de juste discuter de « Ah, j'ai fait des progrès là-dessus, j'ai bien géré cette situation-là. » Et là, parenthèse, c'est drôle parce que là, ma psy était en congé de maternité. Et là, j'étais comme « OK. » Et ma première médiatique arrivait, j'étais comme, oh, je vais avoir besoin de. Puis elle dit, tu peux aller voir un autre psy? Je fais, hey, je m'imaginais pas recommencer à zéro, tout raconter. C'est comme. Oui, ben c'est une relation. Exactement. Là, ouais. Fait que là, je suis tombé dans la psychologie sportive. Je suis allé avec un psychologue sportif, fait que là, je suis ailleurs, mais c'est comme juste d'autres atouts. Fait que c'est Big Brother qui me fait, à la base, me vouloir travailler ce côté-là. Pourquoi je veux toujours plaire, puis pourquoi. Oui, puis je fais des efforts. Hey, maintenant, là, avant, le Martin d'une époque, quand j'étais jeune, j'étais plus coquet, on dit juste esthétique. Moi, il fallait que je me peigne pour aller au dépanneur. Là. Hey, qu'est-ce que le monde va penser, n'importe quoi, au pire, quand tu commences à être connu. Hey, maintenant, je vais au gym, là. Je suis dégueulasse. C'est sûr que je pue. Puis je suis capable de maintenant, hey, je m'en vais là. Et le regard des autres, est quoi à ce moment-là? Tu vois-tu une différence? Ah non, aucunement. Je me suis... On dirait que c'est peut-être l'expérience. Tu sais, là, je suis plus dans la jeune vingtaine. Là, ça fait 16 ans que je suis en couple. J'ai 2 enfants. Je suis rendu ailleurs. Oui, je désire de plaire, mais je vais choisir mes moments où c'est important de plaire. T'sais. Tantôt, tu as dit, je suis montée sur la scène en secondaire 3 et les gens, ils ont réagi. Tu es allé chercher de l'amour. Tu étais comment avant ce moment-là? Je me cherchais, c'est le même Martin qui n'a pas changé depuis secondaire 3. Je me suis toujours cherché. Je savais, même quand je suis sorti de scène, je savais c'est ça que je veux faire, mais c'est quoi ça? Je veux-tu être comédien? Je veux-tu être humoriste? Je veux-tu être animateur? Je veux entertainer les gens. Puis ça, je pense que je le sentais. Mais avant, j'étais un petit gars qui se tenait avec les cools, mais qui n'était pas capable de pas tendre la main, genre, aux personnes qui étaient peut-être un peu moins dans la gang cool. Moi, je me mettais en équipe avec tout le monde dans la classe, puis là, ça me faisait vivre des déchirements que, ma gang cool, pourquoi tu t'es mis en équipe avec lui? Ouais, mais pourquoi? Si je me cherchais, j'ai fait du journal étudiant, du génie en herbe, du volleyball, j'ai tout fait. Je me suis toujours cherché jusqu'à temps que je trouve, on dirait, ça, la scène. Fait que ça t'appartient. Ouais, je me suis différencié, je pense. Il y a quelque chose que c'est ça C'est ça que tu t'es pas adapté à une situation en ce moment-là. Ça a été ton choix. Oui, ça a été facile pour moi. Ça a été comme j'aime ça, je suis à l'aise, j'ai même pas peur. Puis moi, dans la vie, j'ai peur de tout. Mais ça, c'est du plaisir. Puis c'est comme je peux être bon, puis je veux être bon dans quelque chose, je me plais, je suis perfectionniste, fait que je suis comme je suis bon dans quelque chose. Parce que c'est ça aussi. Genre, moi, je suis bon souvent dans bien des affaires, mais j'excelle dans rien. Fait que là, quand t'es comme OK, ça c'est cool.
Ça, c'est mon territoire. Ouais. Puis tu sais, j'ai jamais été la personne, le petit clown non plus à l'école. C'est ça qui m'a permis de... Je suis un travaillant, puis j'ai réussi à travailler des choses, puis... Fait que ça a changé ta vie cette fois-là. 100%. Je me rappelle, secondaire 3, Théâtre des Deux-Rives, puis je suis retourné, je pense, 18 ans plus tard, faire la première partie de Peter McLeod, puis j'ai fait comme, wow, là maintenant, je suis sur cette scène-là, puis je gagne ma vie en faisant ça. Puis j'habite maintenant à Saint-Jean, fait que je suis retourné dans ma ville, puis j'ai un lien très, très sentimental avec cette salle-là. La question que je choisis, c'est quelle personne a fait une différence dans ta vie? Ah, il y en a plusieurs. Où qu'on va? On va-tu professionnel? On va-tu émotif? Je sais pas pourquoi. L'image qui m'est venue instinctivement dans ma tête, c'est mon grand-père. Pourquoi? Je vais essayer de le découvrir avec toi en ce moment. Mon grand-père, mes grands-parents ont toujours ils ont habité sur ma rue. T'sais, ma maison, moi, ils habitaient à 4 maisons de chez moi. Donc, ils ont toujours été super importants. Le matin, avant d'aller à l'école, mes parents travaillaient, fait que j'allais chez mes grands-parents me faire garder la demi-heure avant que je puisse marcher pour aller à l'école. Mon grand-père Raymond a toujours été un synonyme pour moi d'un homme droit, de valeur. T'sais, il a eu 8 enfants, il a travaillé pour le Canadien Pacifique toute sa vie. Il a été vraiment travaillant, mais c'était vraiment un homme bon. Puis, il a voulu faire du théâtre quand il était... Lui, son rêve, c'était d'être ça quand il allait à l'école. C'est cours classique, comme qu'il disait, tu sais. Ben oui. Mais il n'avait pas pu avec son métier. Puis je pense que tout de suite, ça a mis de quoi que... Ah, cette fibre-là vient-tu de lui? Tu sais, ce petit côté-là que j'ai. Puis ma grand-mère, tu sais, mes grands-parents, ma grand-mère Rachel, on jouait aux cartes. Elle nous aimait tellement. Tu sais, on jouait à de l'argent. Tôt, on a joué aux 5-10 sous au bluff là, chez nous, puis elle donnait tout le temps un petit 2 piastres en dessous de la table. J'étais jamais mort. Moi, j'avais tout le temps de l'argent. Je continuais, tu sais. Puis elle nous aimait tellement. Puis c'est fou, hein, je réalise que il y a des personnages dans mes spectacles souvent qui gardent le nom de Raymond, Rachel, juste parce que je veux pas que... Aïe, aïe. Je sais pas pourquoi ça me touche. Je veux pas les oublier, on dirait. Je sais pas pourquoi. Je les ai vraiment aimés beaucoup. Et on dirait que ça a été un peu chaotique, mon enfance, avec mes parents. Et mes grands-parents étaient synonymes de stabilité, de quelque chose de sain, de quelque chose de beau. Et ouais, j'ai toujours aimé beaucoup mes grands-parents. C'est que de l'amour. Ces larmes-là, c'est... Je leur parle à tous les soirs. Qu'est-ce que tu leur dis à tes grands-parents? Je les remercie. Et moi, tous les soirs, je remercie la vie pour la chance que j'ai d'être en santé, que mes enfants soient en santé. Puis je suis vraiment dans la reconnaissance parce qu'à chaque fois, je reconnais la chance que j'ai sur plein de facteurs. Ça me permet de relativiser mes problèmes sur le fait que hey, c'est pas important ce que je vis ou ce problème-là au travail. Hey, je suis dans une partie de la planète Terre là, qui n'a pas de bombe, que ma famille, je peux vivre. T'sais. Puis mes grands-parents, je réalise que c'est eux mes anges gardiens. Hey, puis c'est gros ce que je veux dire, mais ma mère est décédée pendant la pandémie il y a quelques années. Et je remercie tout le temps mes grands-parents avant ma mère. Puis je l'aime, ma mère. C'est mes grands-parents. Quand je m'en vais sur scène, je veux que mon grand-père soit avec moi. Oui, je veux rendre fier ma mère, puis je sais qu'elle aimait voir son petit gars faire ce métier-là. Anecdote, j'ai fait un gala juste pour rire. Standing Ovation, elle était fière, mais elle était plus fière que quand j'ai fait le TV Hebdo. Ça me fait rire. Je fais un gala juste pour rire, puis t'as fait le TV Hebdo. Elle était très fière. Puis mes grands-parents, je pensais pas pleurer aussi rapidement. Et mes grands-parents, genre, je veux qu'ils m'accompagnent, je veux qu'ils soient sur scène avec moi. C'est mes anges gardiens, c'est l'image que j'ai de quelqu'un qui veille sur moi sur cette terre. Puis, ils ont cru en toi rapidement. Ah ouais. C'était des bonnes personnes, des personnes de cœur. Puis, ouais, c'est important. J'ai des choses qui appartiennent à mes grands-parents chez moi que je suis pas capable de me départir. Et T'avais quel âge quand ils sont décédés, tes parents, tes grands-parents? Raymond, il est parti en premier et c'est une semaine avant que je rencontre ma femme.
Fait que ça, je trouve ça très triste que ma femme n'a jamais rencontré Raymond. Elle a rencontré Rachel, mais mon grand-père, mais ma grand-mère... fait que ça fait 16 ans que je suis en couple, ça fait 16 ans, fait que j'avais 24 ans quand mon grand-père est décédé. Et, et il a changé ma vie d'une autre manière aussi parce que j'ai eu un PT Cruiser grâce à lui. Parce que quand il est décédé, ma grand-mère ne pouvait pas conduire. C'est toi qui avais la voiture? Et là, à 24 ans, je conduisais un PT Cruiser et ça me faisait très rire. Ça, c'est associé à des gens plus âgés. C'est ça, c'est un modèle, mais il y en a ça encore. Ah, je pense plus. Ils en font plus, hein? Ça, j'ai dû travailler un peu sur ce que les autres pensaient de moi. Qu'à 24 ans, tu sais, des fois, on se reconnaît beaucoup dans l'importance d'avoir un beau véhicule. Moi, j'étais en PT Cruiser bleu. Comment on pourrait décrire cette voiture-là? C'est un corbillard. Ouais, ça, je me disais, j'osais pas dire, mais ça, c'est un modèle un peu, ouais, c'est ça. Ouais. Puis ma grand-mère, elle est décédée quelques années après. Ils sont morts jeunes, 82 puis 80. Mais les deux dans leur maison, ils n'ont jamais connu un centre pour personnes âgées. Il y avait quelque chose de quand même de beau là-dedans. Puis, ouais. Puis est-ce qu'à un moment, tu reconnais des traits de caractère d'eux chez toi? Ah, totalement, totalement. Ils nous ont élevés aussi avec mes parents. Ils ont fait partie de notre vie. Et, tu sais, mon grand-père, j'écoutais un peu le Canadien avec lui. Mon grand-père, il travaillait au stade olympique, il était superviseur de la sécurité, puis j'ai des souvenirs clairs, jeunes, là, qui m'amènent là de... Mes grands-parents, c'est une autre génération. Les réseaux sociaux n'existent pas, les téléphones intelligents. C'est prendre le temps, tu sais, de parler des souvenirs. Mon grand-père, ça me fascine, c'est aussi souvent ça, des personnes âgées. Il ne peut pas te dire ce qu'il a fait hier, mais il se rappelle, il était où en 78, le 13 janvier, il a dîné quoi, fait que je me tenais jamais d'entendre ces histoires puis de découvrir, parce que c'est ça qui, je pense, qui est triste aussi je suis sûr qu'il y a plein d'aspects de leur vie que je ne connais pas, que j'aurais aimé ça. T'sais, ils ont tellement déménagé, ils ont fait plein de jobs, fait que, ouais, moi, c'était une source d'histoires puis d'anecdotes inépuisables. Puis c'est un beau modèle de comment éduquer les enfants, l'importance de la famille. Moi, le Noël, on allait là. Puis je voulais, tu sais, il y avait des traditions. Ouais. Ma grand-mère, sa fête, c'est le 25 décembre. Fait qu'elle nous habite encore aujourd'hui. À chaque fois du Noël, je pense à ma grand-maman, tu sais. Ouais. Mais en parlant de tes grands-parents, je trouve que tu rends un bel hommage aux grands-parents. Ah, c'est tellement important. Puis on le dit trop souvent après, profitez-en pendant qu'ils sont là, appelle-les, là. C'est parce que c'est important. Niveau jaune. Oh oui! Donc, tu vas... excusez-moi, il en manque une. OK, parfait. Tu vas piger 4 cartes. Parfait. Et je vais en choisir une, tu vas en choisir une. 4 cartes. On prend ces deux-là. Je sais pas pourquoi je suis un homme de main. Et ces deux-là. Alors, voilà. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? OK. Quel est le legs le plus significatif de ta mère? Quel type d'amoureux es-tu? As-tu négligé certains aspects de ta vie? Oh! On dirait que cette question-là me parle beaucoup, mais j'ai le goût de parler de ma blonde parce que ça va me faire du bien changer, mais je vais... OK, mais je choisirai celle-là si tu veux. Bon, OK, parfait. Quel type d'amoureux es-tu? Ah! C'est le fun. On parlait de ma femme. Moi, ça fait 16 ans cette année qu'on est ensemble. Et on est tellement... Il n'y a pas une journée depuis 16 ans qu'on ne rit pas ensemble. Puis ça, je trouve, c'est ça. Quel type d'amoureux je suis? Je suis quelqu'un qui veut toujours faire rire ma femme. Elle a un rire, j'arrête plus de la niaiser parce qu'elle a un rire fort, là. Son gros rire, désolé aux gens en audio, je suis désolé pour les gens qui nous écoutent et qui avaient le son très fort. Elle rit vraiment fort, puis je ris de son rire, puis elle rit. Puis quand elle rit, puis je ris d'elle, elle va rire encore. C'est une chaîne infinie de rire. Et ouais, je suis le genre d'amoureux qui veut tout le temps lui faire plaisir. Moi, je suis un gars de surprise. Moi, là, ma vie, il faut qu'elle soit grandiose, épique. Il faut qu'il y ait des surprises. Il faut que ça soit fantastique. Il faut que ça soit merveilleux. Ma vie, là, je veux que la vie de ma blonde soit merveilleuse. Fait que je vais y faire des surprises, des voyages. Je veux qu'on s'en va là, une surprise, des petites attentions. Je veux qu'elle soit heureuse. Sa fête, là, j'ai préparé des affaires. Je veux que ça soit une chasse au trésor. Peu importe, je veux... Parce qu'elle me donne tellement. Ma femme est une femme incroyable. On est une équipe incroyable, mais ma femme, je le sais qu'elle se sacrifie tellement pour moi et pour mon métier parce qu'on a décidé, comme un peu il y a 16 ans, de mettre
tous nos œufs dans le panier de ma carrière pour notre bien commun, pour le bien de la famille, le patrimoine, pour arriver à avoir une retraite et tout. Fait que je le sais que c'est difficile pour elle parce qu'elle travaille aussi, mais elle fait tellement d'affaires. C'est tellement lourd être ma femme des fois parce qu'elle n'a pas 2 enfants, elle en a 3. Moi, je suis le 3e enfant, puis je suis lourd, je suis demandant. Pour vrai, là, maman, il y a 2 garçons, des pies qui arrêtent de dire maman aux 2 secondes, puis il y a Catherine, il y a moi qui viens en arrière. Donc, je le sais que c'est dur pour elle, des fois, à être mère, puis à être femme de Martin Vachon, tu sais, puis je veux lui faire plaisir. Fait que moi, quel genre d'amoureux, je veux qu'elle soit heureuse, je veux qu'elle soit rassurée, je veux lui faire plaisir, je veux que sa vie soit magnifique. Et puis ça fait en sorte aussi que ma vie va être magnifique parce que je vais participer aux activités que j'ai fait pour elle. Fait que j'étais un peu content aussi là-dedans. Puis est-ce que des fois, elle peut trouver que c'est trop? Non, je pense pas. Je pense qu'elle est contente de ça. Tu sais, notre vie, on est un... Mais ça, il faut qu'elle suive là-dedans aussi. Il faut aimer les surprises, c'est ce que je comprends. Là. Mais tu sais, tu as parlé de notre mariage, la mariée qui déboule. Raconte pour les gens qui ne l'auraient pas vu. Je sais que c'est de plus d'1 million de personnes qui l'ont vu. À 7 millions. 7 millions? C'est parti viral en France. Genre, moi, il y a 9 ans, on s'est mariés et on a fait un gag. On a engagé une cascadeuse et on a fait croire à nos invités que ma femme déboulait la pente en arrivant. Parce qu'en débarquant de la voiture, là, ça, il y a un terrain gazonné. On se mariait au pied d'une pente de gazon sur le bord d'un lac. Puis là, c'est la wedding planner qui nous avait dit « Attention, hein, Catherine, il ne faudrait pas que tu déboules. » Et là, ma femme, elle me voit l'étincelle à mes yeux. Je fais « Oh mon Dieu, il ne faudrait pas que tu déboules. » Puis là, on a une amie à nous, Andréane Godbout, qui est cascadeuse. Puis là, ma femme a dit, en plus, j'ai 2 robes. Parce qu'elle avait acheté une robe, tu sais, abordable, puis elle était plus sûre du choix. J'ai dit, on se marie une fois, là. Je veux que tu te sentes belle. Choisis la robe de tes rêves, on s'en fout. Fait qu'elle avait acheté un autre. Fait que là, en fait, c'est vrai, on a 2 robes. Fait qu'on pourrait lui donner une robe. Fait qu'on lui a donné une perruque. Fait que là, à la cérémonie, t'as l'auto qui arrive, mon beau-père, mon vrai beau-père qui sort de la voiture, puis là, ma fausse femme, elle a un voile, une perruque, puis des gens, c'est loin. On pense que c'est elle. Et là, elle se met tout d'un coup à descendre de la pente de gazon. Et là, je vous le dis, allez voir ça sur les réseaux sociaux. Et elle se met à débouler. Et pendant 3 secondes, ça n'a pas duré longtemps. Le monde a compris vite que c'était un gag, mais le 3 secondes de... Même Pierre Hébert, qui était mon célébrant, là, le savait pas. Personne ne le savait, à part quelques personnes âgées. On voulait pas qu'il se pète un arrêt cardiaque en mariage. Oui, c'est sûr. Ça a été incroyable. Mais ça fait en sorte que toute la petite gêne, tu sais, le côté protocolaire d'un mariage, tu connais du monde, mais tu connais pas tout le monde, ça a fait comme, ça a cassé ça. Et ça a fait, bienvenue à notre mariage. C'est ça, Catherine puis moi, on est des niaiseux de même. Et là, ça a été le début. Notre mariage a été un show, là. On a engagé Michel Lacroix du Centre Bell. On est 2 fans du Canadien. Puis c'était lui qui nous présentait quand on rentre après la cérémonie. C'était la toune du Canadien. Ça faisait « Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au Manoir des Sables. Veuillez accueillir pour leur première sortie officielle. » Puis là, il nous présentait... Puis là, il y avait veuillez se retirer chapeaux et casquettes pour l'exécution de la première danse. Et là, on faisait la première danse. Il y a eu des vidéos, des surprises. Il y a eu des lutteurs qui se sont battus à notre mariage. Il y a un lutteur qui a traversé une table à mon mariage. Mais ça, c'était volontaire. Je le savais pas, c'est une surprise de ma blonde. Fait que je te dis, moi, j'y en fais des surprises, mais elle m'en fait aussi des surprises. Fait que c'est ça, nos parties d'Halloween, là, c'est genre... On se donne pendant 3 semaines pour décorer la maison 2 étages. On fait des stunts, là. Il y a des épreuves. Et chez nous, le monde, ils viennent, là. L'année passée, c'était thématique Survivor. 3 semaines à découper des nappes vertes pour faire des algues ou des lianes partout dans la maison. Partout, là. Une année, Harry Potter. On arrive, tout le monde, il y a le chapeau magique. On sépare tous nos invités en famille. Puis il y a des compétitions. J'ai inventé un jeu de Quidditch. Tu sais-tu Harry Potter? Ben oui, ton chapeau, là. Vif d'or, oui. un Ferrero Rocher, fil à pêche. Colle ça sur le plafond. Puis ma blonde est bonne, elle a fait des petites ailes sur le Ferrero Rocher. Moi puis toi, on a un petit balai, on se bande les yeux, on tourne, faut trouver le vif d'or. Et là, un peu chaud d'ail, du monde en équipe qui Gryffondor sont ensemble, Serpentard sont ensemble, puis là, il y a des concours de beer pong. J'ai engagé une fois des amis qui sont venus déguisés en zombies nous attaquer pendant que les filles avaient des fusils Nerf, devaient attaquer les zombies pendant que les gars devaient trouver une énigme pour trouver la clé de la combinaison du cadenas pour avoir le shooter qui était l'antidote. C'est ça chaque année. Fait que, tu sais, c'est ça, Catherine puis moi. Fait que notre vie est de même. Je comprends plus là, quand tu racontes les 2. Les enfants embarquent là-dedans. Ah! Ils sont-tu contents, eux autres? Hey, non, mais c'est vraiment la maison de rêve pour des enfants. Fait que l'imaginaire, la créativité, ça fait partie de ton quotidien. Ah! Hey, 3 mois... non, 3 semaines
à peinturer des rouleaux de papier de toilette blanc pour faire les chandelles qui flottent dans le salon de Poudlard. Moi, ma blonde, on écoute des séries, puis on est, en tout cas, on se donne. Puis pour nos enfants, on fait des parties d'anniversaire, ça, grandiose. On veut que nos enfants, que ça soit féerique. Là. Quand tu l'as rencontré, oui. Est-ce que ça a été... C'est quoi ça? Ça, là. À l'époque, je cherchais la bonne. Mais je cherchais beaucoup. J'étais un peu courageux à l'époque, puis c'était l'époque, j'étais jeune et fou. Et mes amis travaillaient au Pub Rosemont, Montréal. Et je ne peux pas quand je vais raconter ça encore. Mais je m'en allais dans un party d'école de théâtre à l'époque. Puis je me rappelle, hey, jamais il y a une belle fille qui arrive au bar. Appelez-moi, tu sais, je sais pas. Et là, il m'appelle. Et là, je suis pas fier de ça, mais c'est ça qui s'est passé, fait qu'il faut le dire. Mes amis m'ont appelé en faisant et ils ont dit boobs alert, boobs alert. Il y a une fille avec un gros décolleté qui est arrivée au bar. Et là, moi, comme un jeune plein de testostérone, il arrive. Et là, je l'ai vue, elle était vraiment belle. Puis c'est pour la première fois de ma vie. Oui, on dit, j'ai cruisé dans ma vie, mais j'ai jamais offert des shooters à quelqu'un. Je sais pas pourquoi je suis arrivé. Hey, j'ai quelque chose à fêter. Elle est avec son ami, je vous offre ça. On a commencé à parler. Et j'ai tombé en amour. Mais coup de foudre, là. Je fais comme... Moi, je suis un fan du Canadien. Ah, Trips, le Canadien est tellement belle. On a du fun, on rit, son rire. Ha, ha, ha. Je suis comme... Ah. Et là, je vous jure, on passe la soirée ensemble. Et je m'en vais voir m'amener le propriétaire du bar. Je dis, hey, cette fille-là, je veux la marier. Et 7 ans plus tard, jour pour jour, je la mariais. Et le gars qui m'a appelé était garçon d'honneur à mon mariage. Mais ça, cette histoire-là, ma blonde ne le sait pas pendant 1 an. Pendant 1 an, juste, tu te rends compte? Puis ma blonde, elle ne sait pas qu'on t'a appelé parce qu'il y avait une alerte sur son cas. Elle, c'est la première fois qu'elle va dans ce bar-là de sa vie. Moi, c'est mes amis, son barman, je suis tout le temps là, tous les soirs. Et là, elle me dit, arrête plus de dire, je peux pas croire, tu sais, c'est, hey, moi, je suis sorti là, on sort de nulle part, on s'est rencontrés, ça a été incroyable. Puis là, moi, après 1 an, ça allait bien, on était amoureux, on habitait déjà ensemble après 1 an, on avait un chien, là, tu sais, à quel point. J'ai dit, ouais, ça s'est peut-être pas passé comme tu penses, tu sais. C'est peut-être arrangé un peu avec le gars des vues. Comment elle a réagi? Elle arrive vraiment boobs alert. Parce que, au-delà de que ça peut s'en aller vraiment douchebag, comment... Je suis pas douchebag, on était bien, puis elle s'en foutait, là, parce que ça faisait 1 an, on était ensemble, on avait un chien, fait que, elle a juste ri. Waouh, moi, je pensais que c'était le destin. Puis genre, le destin, il a été aidé un peu. Mais tes amis t'ont aidé dans le destin. Oui. Et depuis ce jour-là, vous êtes ensemble. Oui. C'est quand même une magnifique histoire. Puis à tous les jours, on rit ensemble. Quand tu dis on rit, est-ce que, j'allais dire, tu mets ça à ton agenda dans le sens qu'il faut que tu ris. Ça se fait tout seul. Oui. Puis j'ai dit, le jour qu'on rira plus ensemble, là, on se posait des questions. Parce que pour vrai, ça devient naturel. On est des meilleurs amis. Puis c'est ça, j'ai dit, mais tu sais, on couche ensemble. On est les meilleurs amis. Tu sais, jamais en 16 ans, je me suis emmerdé avec ma blonde. Qu'on peut juste être assis le silence dans la voiture ou le silence en écoutant. Ouais. On est bien ensemble. Elle me rassure, elle me calme. C'est ma, tu sais, genre... On est une bonne équipe, puis genre, il n'y a même pas aucun doute dans ma tête que je pourrais être avec elle jusqu'à mes 98 ans. Là, à te bercer sur ton balcon. À faire des parties d'Halloween au résident au soleil. Oui, mais il me semble que vous allez mettre de la vie. Alors, l'autre question que tu voulais répondre, que je vais choisir, c'est as-tu négligé certains aspects de ta vie? C'est sûr que oui, parce que je suis beaucoup trop axé sur le travail. Okay. Avec ma psychologue, quand on a réalisé, elle dit, elle imaginait une tarte. Tu sais, la tarte, pas de tes valeurs, mais je me souviens plus c'était quoi le terme exact, mais c'est quoi qui est important pour toi dans ma vie à moi. On a réalisé que je suis genre que, tu sais, il y en a que ça va être, OK, 25% le travail, 25% la famille, 25% moi, comment je me sens, ma propre personne, puis les amis. Moi, 90%, c'est le travail. Je me réalise que dans le travail et je me valorisais que dans le travail. Ce qui est important, c'est que le travail. Donc, si ça va bien, je suis heureux. Mais si ça va pas bien ou il manque de quoi, je suis rien, Fait que ça a été très difficile. Donc, moi, je suis extrêmement exigeant envers moi-même. Donc, j'ai manqué de souplesse. C'est dur parce que je me repousse tout le temps mes limites. Oui, ça peut être une belle qualité, mais
je me tape ça à la tête, je veux... Tu veux dire que toi, là, ton discours intérieur, il est dur envers toi. Ah, ouais. J'ai des exigences vraiment élevées sur tout. Genre, mes performances, si ça va bien, c'est... c'était peut-être le public était facile ce soir, puis ça va mal, j'ai pas été bon. Tu sais, je suis pas capable de... C'est rare que je vais me taper dans le dos consciemment parce que je veux pas me calmer, je veux me garder assoiffé, je veux me garder travaillant, puis mais c'est juste que c'est lourd. C'est vraiment extrêmement lourd, puis je l'ai ressenti pour la première fois de ma vie cette année, au début de l'année. Genre, je travaillais vraiment beaucoup, c'était le rodage de mon show. Fait que là, il y a un stress aussi de création. Ton show à caramel. À caramel, Ah, ouais. mon one-man show à caramel. Fait que je créais, je rodais, ça allait bien, mais vu que je suis pas capable de dire non, puis je me valorise avec le travail, OK, oui, je vais le prendre, ce contrat-là. Ah oui, je vais prendre cette autre chronique-là. Ah oui, je vais prendre ce gig-là. OK. Et là, mon calendrier il est plein. Hey, j'ai une journée de congé en 28 jours. Ha! Mais je me valorisais à voir mon calendrier plein. Puis je suis capable d'en prendre. Puis pour vrai, j'ai une bonne capacité à me faire chier. Moi, je dis ça de même dans la vie. Mais à une place, pour la première fois de ma vie, avec le stress de la création, puis tout ça, puis la vie familiale, pas dormir, puis j'ai senti ma limite. Je travaillais tellement fort. Je faisais gérant d'estrade en même temps que faire des shows, en même temps que faire Salut, bonjour. Mon ami venait me poser des questions pour Big Brother de gérant d'estrade dans l'auto quand il était auteur pour mon show. Fait que pose-moi des questions. Qu'est-ce que j'ai pensé de ça? OK, note ce que je vais te dire. Blablabla. Pour scripter ton show. Ben, juste pour me faire une opinion. Avoir tes notes. Donc, tu n'avais même plus le temps de prioriser ce qui t'appartenait. Ouais. Qui est ton show à toi. Oui, je sais ça. Puis ça augmentait le petit niveau d'anxiété. Tu es en train de te préparer ton show? Puis à une place, j'ai dit une phrase qui m'a marqué. Là. Il est 1h du matin. Je suis revenu de show. Et là, je dois préparer... C'est gérant d'estrade? Je pense gérant d'estrade ou un salut bonjour. D'ailleurs, sur gérant d'estrade, c'était le fun. C'est le fun. Puis t'étais bonne. Ben Big Brother, là, je prends ça très personnel. C'est tellement le fun. Puis tu serais tellement bonne. Et là, ma blonde, elle descend dans mon bureau. Puis elle voit que ça fait plusieurs... Je travaille, puis elle voit que ça va moins bien, tu sais. Puis elle me dit, Martin, tu sais, faut que tu te calmes, tu sais, faut que tu fasses moins, ça va-tu? Elle s'inquiétait pour moi, tu sais. Puis j'ai dit une phrase qui m'a marqué. J'ai dit, mon amour, j'ai envie de pleurer, mais j'ai pas le temps. Puis là, instantanément, ça m'a donné une claque à la gueule. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que ça n'a pas fait comme oh wow, tu réalises-tu la gravité, Martin, de ce qu'il vient de dire? Ça a fait comme oh wow, quelle phrase de chapitre de livre, ça! Genre, mon premier réflexe de travail a été comme wow, mon cerveau a fait comme wow, là, tu vis un mauvais moment, mais ça, tu devrais en parler à un moment donné parce que c'est vraiment une belle constatation. Puis moi, je dédramatise tout avec l'humour. Fait qu'en me faisant rire, en faisant crème, on dirait le titre d'un chapitre de livre. Mais c'est vrai. J'ai fait comme aïe, j'ai envie de pleurer, mais j'ai pas le temps. J'étais tellement dans j'ai pas le temps de pas pleurer 15 minutes, de faire OK, ça fait du bien. Finissons ma chronique. J'ai pas le temps. Je pleurais un autre moment donné. Fait que c'était tellement intense. Fait que après ça, fait que j'ai pris les décisions avec l'équipe de OK, on va aérer ça un peu, mon horaire, parce que là, c'est too much. Puis je vais pouvoir continuer quelques mois, mais à un moment donné, si je casse, là, je vais casser trop longtemps. C'est mieux que je diminue un peu pendant quelques semaines pour refaire mes forces puis juste mieux choisir. Fait que c'est là, je pense, que j'ai commencé à réaliser que, ouais, c'était peut-être dur pour moi. Tu sais, ce que j'ai manqué, j'ai négligé un peu de souplesse, un peu de... la tarte est encore beaucoup trop élevée. Au niveau du travail. Au niveau du travail, mais là, maintenant, je laisse un peu plus de place à mes enfants, à ma femme, puis à moi un peu là-dedans. Et qu'est-ce que ça change, ça? Ça change que je me tape moins sur la tête de négliger les autres affaires. Tu sais, comme mes enfants, comme ma femme, comme mes amis. Parce qu'autant je choisissais le travail, mais autant je le voyais que, hey, là, tu perds des belles années de la vie de tes enfants parce que t'es en show 4-5 jours semaine, t'es jamais là le soir, tu sais. Puis tu manques des beaux moments, là, tu sais, tu manques, ça reviendra pas, ça va vite, puis fait
Fait que ça me fait du bien d'un peu prendre plus le temps, mais tu sais, j'aimerais ça me séparer en 1000 encore aujourd'hui, tu sais. Mais c'est un travail aussi qui est en continu. Il faut que je me fasse attention. Mais tu vois qu'il y a une partie de la réponse de ton inconfort qui vient de tes proportions, là, de ta fameuse tarte. 100%. Il faut que tu joues avec tes proportions pour trouver l'équilibre du moment. Parce que c'est sûr que l'équilibre change avec le temps, mais là, tu n'es pas dans ton équilibre. Non. C'est ce que tu ressens. Oui. Puis juste aussi, c'est juste plus sain. Ben oui. Parce que c'est... Mais oui, puis tes enfants, tu dois leur manquer aussi. Ben oui. Ils te manquent, mais eux aussi. Ouais. C'est pour ça que je les amène souvent. Moi, ils viennent souvent tourner. T'sais, demain, là, je suis en spectacle. Là, je vais faire confiance à Liam. C'est un grand maintenant. J'ai dit, là, la vie a fait en sorte que tu vas rester en coulisses avec Maxence. Et je vais quel avertir âge tes enfants? 8 et 5 ans. OK. Mais les autres, là, c'est leur moment. Là. Eux, là, c'est leur salle. C'est leur scène. Moi, ça me dérange pas. Puis je le dis aux salles. Moi, mes enfants montent sur scène avant. Avant, là, quand le public rentre, là, c'est une garderie. Mes enfants sont sur scène, ils courent, ils embarquent sur le tabouret, ils parlent au public, ils font ce qu'ils veulent. Ça leur appartient, c'est leur moment. Ils aiment tellement ça. D'avant-spectacle. C'est mes premières parties. Oui. Mais j'aime ça parce que j'aime ça. Puis voir après, hey, moi, des fois, je suis sur scène, je me réveille et je vois Liam qui s'est endormi, couché à terre, on va dire des fois sur ma blonde ou avec une petite couverte, là, en me regardant sur scène. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est tellement beau, j'aime ça, là, tu sais. Puis ça me permet de leur faire vivre des choses qui sont, encore une fois, féeriques, grandioses. C'est pas normal. Mais c'est quand même épuisant, ça, ton féerique grandiose. Hey. Ça doit prendre, tu sais, dans ta proportion, là, il y a quelque chose de ça aussi qui a de l'air à te faire du bien, mais qui prend quand même de l'énergie et du temps. Mais j'aime ça. C'est ça, ça t'allume, ça. Ouais, puis je trouve, tu sais, je suis très... hey, on a une vie à vivre, là. Ouais. Ça vaut chaque moment. Rends chaque moment magique. Comme ça, c'est plus fun, là, genre. Puis... Mais de prendre conscience, Martin, qu'on a un pouvoir sur ces proportions qu'on donne à notre vie. Ouais. On a, tu sais, des moments où il faut travailler plus, mais il reste qu'on doit être conscient de ça. Puis de dire, c'est quoi la ponction là présentement qui me manque? Ouais. Tu sais, des fois, il y a la proche aidance. Moi, j'ai été longtemps proche aidante. C'est sûr que ça prend une grande proportion de la tarte, tout dépendant de l'âge des enfants. Tu sais, il y a comment va ta femme, comment tu vas. Mais je trouve que des fois, on a l'impression que, regarde là, ça me convient, puis ça va être comme ça toute ma vie. C'est non. Ouais. Il faut s'arrêter puis revoir. Puis si on fait... Toi, tu disais, on a fait une entente, ma femme et moi. C'est moi, mais peut-être que cette entente-là, un jour, elle ne fonctionnera plus. Oh, je le sens que c'est bientôt, là. Je le sens, puis je le vois. C'est là que ça prend de la souplesse. Oui. Puis de l'empathie, puis de l'écoute, puis de mettre de l'eau dans son vin, puis je le vois, puis je le sens que ma femme, je suis comme... on a un fil d'arrivée qui est un certain tournage, puis... parce que moi, le lendemain de ma première médiatique, 36 heures après, je pars pour l'Inde et la Chine pendant comme 20 jours, là. Fait que c'est encore... Ça va être dur pour elle de vivre avec les enfants tout seul à la maison, puis un chien. Fait que, tu sais, je le vois, puis j'essaie de l'amener. Ils vont venir m'accompagner à un moment donné en voyage. J'essaie de concilier travail. Mais tu as totalement raison, puis il faut se l'obliger. Moi, OK, je travaille, je suis un workaholic, mais ce que je fais maintenant, c'est que je le mets dans mon calendrier. Passer de temps, soirée, enfant. Ben, cette soirée-là, c'est ma job de passer du temps avec mes enfants. Puis ça t'apporte la paix. Parce que tu es à la bonne place au bon moment. Oui. C'est important comme constat. Oui, vraiment. Niveau rouge, tu m'en donnes 3, tu vas en choisir une. Il y en a 4, donc c'est pas bien. Oui, non, c'est ça, exact. Ça, là. Hey, je m'excuse, je me sens mal pour la carte. Oui, c'est ça. Non, mais là, tu es en train de changer. Là. Ça, c'est l'ancien, Martin. Oui. Oh, il est encore là. Hey, non, Ned Flanders. Là. C'est ça que tu disais, t'as encore ça en toi. Oui, mais ça fait partie de moi. T'en es conscient aussi. Oui. Puis c'est que je l'accepte maintenant. Oui. Je suis comme ça. T'es plus victime de toi-même. Non. T'es en pleine conscience. J'en ris. Je fais comme, ben oui, vas-y, monsieur Vachon. Mais je trouve que quand même, apprendre à dire non, quand on a envie de dire non. Moi, Marcel Pilote, ma chum, m'avait appris une phrase qui m'a... Je l'ai répétée souvent dans ce podcast-là, mais c'est « ça ne me convient pas ». Parce que j'avais de la misère à dire non. Mais elle dit, mais pourquoi tu dis, mais je dis, ça me convient pas, mais regarde, elle dit, mais c'est ça la réponse, c'est ça ne me convient pas. T'es pas obligé de te justifier. Quand quelqu'un t'appelle, ben c'est juste ça me convient pas présentement. Je dis, c'est facile à dire. C'est plus facile à dire. En tout cas, pour moi, c'est plus facile de dire que non. Oui, mais c'est vrai.
C'est juste une autre manière de voir le refus, tu sais, mais c'est vrai. Oui, parce qu'on dirait que non, il faut convient qu'il y ait pas. un justificatif. Ouais. Puis là, des fois, t'en as pas. Tu sais, c'est juste... c'est pas ça. Mais ça ne me convient pas. On dirait que c'est rare que quelqu'un va dire ça ne convient pas, pourquoi? Ouais. C'est comme il y a tout dans cette réponse. C'est un Ouais. petit truc de Marcel merci. que je te donne. Dans le temps. Alors, les rouges, t'en choisis une. Quel est ton rapport avec la mort? Quand est-il arrivé de ne pas te sentir à la hauteur? Quelle est ta plus grande source d'insécurité? Et tu peux les regarder. Ouais. Ben, je peux parler de mon rapport avec la mort parce que ça guide un peu toute ma vie. Tu sais, un peu que j'ai dit, on sait jamais quand on va quitter. Là. Cette phrase-là m'a marqué beaucoup. Dès jeune, on en parle souvent. Hey, tu sais jamais quand on quitte. Et qui te l'a dit en premier? Je sais pas. C'est dans l'air du temps. Tu sais, des gens, des fois, un accident, tu vois quelqu'un, un constat peut-être que j'ai fait quand j'étais jeune, puis de voir que cette personne-là est morte à cet âge-là. On le sait pas, un collègue de travail ou... Toi, il y a une empreinte par rapport à ça. Ouais. Ça t'a marqué. Ouais. Et sur... On sait pas ce qu'il y a après la mort. Tu sais, j'ai été élevé très dans les valeurs catholiques, mais je suis plus dans... Ça vaut donc ce qui se passe là, parce que... Hey, ça, c'est une parenthèse. Cet aspect-là, quand j'étais jeune, là, la religion, tout ça, le paradis, je me rappelle d'être au restaurant avec mes parents, je me rappelle que ça me terrifiait l'éternité. Le concept d'éternité, là, hein? Ben, on est là tout le temps, ça finit jamais. Oui, c'est cool, je comprends que c'est cool, t'as tous les jouets ou les affaires que tu veux, mais c'est tout le temps, ça me terrifiait. Je sais pas pourquoi. Ça me terrifiait. Mais mon rapport avec la mort, c'est que j'ai pas peur de mourir, puis je le dis dans mon show, j'ai peur d'arrêter de vivre. C'est ça que j'ai peur. Et c'est quoi la différence entre les deux? C'est que tu peux plus en profiter. Tu sais, quand je te dis, à tous les soirs, je me remercie la vie, là, juste quand je dis, hey, je remercie d'être en santé, puis là, instantanément, c'est comme je prends une grande respiration de, c'est que je suis chanceux de respirer, ça me fait pas mal. Tu sais, je pense à plein de gens, il y a tellement de monde qui ont des cancers, qui ont des traitements de chimio, qui sont pas bien au quotidien parce qu'ils ont une maladie, quelque chose. Hey, je suis tellement chanceux. Savourez, c'est pas quand tu vas être malade un peu plus tard que tu vas faire, j'aurais dû le savourer. Fait que je me force à le savourer déjà. À savourer ça. Fait que me forcer à savourer la vie, là, ça calme certaines inquiétudes. Tu sais, moi, je suis une peur que j'ai, je suis tout le temps sur la route. Je fais tout le temps les shows. Tout le temps peur qu'il y a un chevreuil qui passe, pogne le champ. Mais tellement, ça va tellement vite. Tu sais, je veux dire, en voiture, ça, je comprends. Parce que quand Mario faisait beaucoup de routes, quand il était en politique, c'était sa hantise. Il disait, tu sais, il y a des statistiques à un moment donné, là. C'est un jour, ça va. C'était vraiment sa crainte. Et tu as cette crainte-là aussi. Puis, je voudrais jamais mourir tôt. Je veux être là pour mes enfants. Tu sais. Puis, si j'exclus, mes enfants n'existent pas, ma femme n'existe pas, à chaque fois que on dit cette peur-là, il y a le Martin dans sa tête qui dit, hey, si jamais tu meurs à soir, là, t'as vécu une maudite belle vie. J'ai eu la chance de vivre des expériences que c'est pas tout le monde dans la vie qui ont vécu avec mon travail, juste ma vie personnelle. J'en ai fait, j'ai profité, j'ai été épicurien, j'ai vécu des expériences. Puis c'est pour ça que j'aime mon métier, que j'accepte tout ce qu'on me fait, ce qu'on me demande. Hey, là, le documentaire sur la nudité à travers le monde, j'ai voyagé dans des pays que je pensais jamais aller de ma vie. Là, j'étais allé en Islande, en Australie, au Japon, en Afrique du Sud. Je pensais jamais aller là. Mais grâce à mon métier, j'ai vécu ça. Grâce à mon métier, j'ai vécu des shows, de faire des shows dans des festivals extérieurs devant 25 000 personnes. Je fais j'ai eu de l'amour, j'ai ri à tous les jours. J'ai fait le party, je me suis amusé, j'ai eu des belles amitiés, j'ai pleuré, j'ai vécu. Puis le fait de me rappeler ça, puis de le savourer, puis de faire comme aïe, aïe, t'as été chanceux, t'as vécu, ça fait en sorte que ça diminue ma peur de mourir. Parce que je fais comme, hey, on va tous mourir, mais je l'ai vécu. Puis je regarde mes parents qui ont travaillé toute leur vie, puis qui n'ont pas beaucoup voyagé, qui n'ont pas eu la chance, puis qui se sont trop justement taper sa tête sur ce que les autres pensent, puis travailler, puis juste écouter la télé, puis c'est correct parce qu'ils étaient bien là-dedans, mais je fais comme, j'ai une petite partie de moi qui fait comme, vous auriez tellement pu profiter de la vie, profiter de votre retraite plus que ça. Tu sais, on n'a rien qu'une vie à vivre, savourez, arrête ça te donne le goût encore plus de vivre à 100 000 à l'heure. Oui, puis de moins m'apitoyer sur mon sort quand les choses vont pas bien. Je fais, hey, la vie est courte, mon gars, arrête.
Moi, c'est une de mes qualités. Je me tape beaucoup sur la tête avec mes défauts. Mais moi, là, Tu changes vite d'état d'esprit. On chicane, là, moi, 4 secondes après. Là, hein? Oh, c'est vrai, on est en chicane. J'oublie. Moi, j'ai pas de temps à perdre à être triste dans la vie. Tu as une urgence de vivre. Oui, 100%. Est-ce que ton testament est fait? Ah! Hey, ça, c'est drôle. Parce que mon gars, Liam, il a 8 ans. Fait que ça fait 9 ans qu'il n'est pas terminé, notre testament. Parce que quand on est allé dans le notaire, moi, ma femme, OK, si on meurt, de l'argent, la maison, tout ça. Et à la question, qui s'occupe de nos enfants si ma femme et moi, on meurt dans un accident? Ouais. Moi, j'ai un frère. Ma blonde a une sœur. Et là, on fait, mais mon frère a ma sœur. Là, on fait, ouais. Qui s'occupe de nos enfants, genre? Là, OK, mais là, ton frère, il a 4 filles. Ouais, mais mon frère est actuaire. On dit les moyens, il manque pas d'argent, il va s'en occuper. Ouais, mais là, ma sœur, plus proche de la maison, elle s'occupe déjà beaucoup plus, plus souvent que les enfants. Ouais. Ça se réglera pas tout de suite. On va y penser. Fait qu'on a quitté le notaire, puis on s'est jamais entendu sur la réponse à cette question-là, encore aujourd'hui. Fait que vous n'avez pas de testament? Donc, légalement, je sais pas s'il est complet. C'était cette question-là qui manquait. Fait que je sais pas si je me rappelle. C'est-à-dire que là, vous êtes mariés. Donc, s'il y en a un des deux qui décède, tout ça. Mais sauf que la garde des enfants, ça, c'est pas écrit. Non, je pense que la cour va décider avec. Mais ça vous tente-tu vraiment que ce soit la cour qui décide? Non, mais tu sais, je suis tellement pas inquiet. Les deux options sont tellement bonnes. On dirait que je suis notaire des fois. Ouais. Parce que c'est drôle, je parle souvent de ça, le testament, parce qu'on néglige cet aspect-là et en même temps, ça enlève beaucoup de stress à ceux qui restent. Et puis moi, comme j'ai dit, ma mère est décédée, puis une chance, mon frère est bon dans les chiffres. C'est ça, mais il est actuaire. Là. On est deux specs totalement différents. Là. Actuaire, fellow, puis un humoriste. T'sais. Et il a été bon pour prendre, parce que mon père, il s'occupait de rien de tout ça, il n'avait aucune idée de ce qui se passait, point de vue assurance, point de vue de mon frère, il a tout géré ça. Mais ça avait juste fait réaliser que, si j'ai un conseil à dire à tous ceux qui nous écoutent, mettez vos choses en ordre. C'est quand même un beau cadeau à léguer à ses enfants, à ses proches, à ses descendants, parce que c'est compliqué, en plus de gérer le deuil. Bien, exact. Là, tu dois gérer, OK, là, il faut un papier. Des fois, c'est dur gérer. Parce que déjà, quand il y a un testament, il y a de la paperasse à remplir. Ouais. Donc, quand il n'y en a pas, c'est complexe. Ouais. Donc là, il faudrait quasiment que vous vous entendiez. Oui. De toute façon, ils sont tellement rendus vieux je pense qu'on va s'entendre, ils vont partir en appartement. Vous demanderez aux enfants. Avec qui vous voulez aller? Oui, c'est ça. Niveau Eros et compagnie. Oh, yeah. Ça, t'aimes ça, le niveau rose. Alors, tu vas m'en donner 4. 4? T'en as combien? Toi, ça ne stresse pas pantoute. C'est ça le fun. Oui. Alors, là, il ne faut pas que tu nous déçoives dans le fond. OK, parfait. Les attentes sont hautes. Ma blonde a la même pression. Il ne faut pas que je la déçoive. Donc, quelle est ta définition du désir? Okay. Est-ce que la sexualité est un sujet tabou dans ta famille? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur la sexualité à 20 ans? OK. Que fais-tu pour séduire l'autre? Oh, boy. Qu'est-ce que je fais pour séduire l'autre? Ça change avec les années. Quelle est ta définition du désir? Est-ce que c'était pas tabou, pas en tout? Ah, puis ça, je sais pas pourquoi. Des fois, les questions, tu penserais jamais répondre à cette question-là. Puis tu fais comme... Moi, c'était pas tabou parce que mes parents avaient une vie sexuelle très active et je le savais dès la jeunesse. Tu sais, ça, là, mon père va pas s'entendre cette phrase-là. Mais il avait, viens dans la chambre et c'était clair qu'il allait faire l'amour. Puis du plus loin souvenir que j'ai. Et là, il y a quelque chose qui était terrible cependant. On habitait un bungalow, ça fait c'est un étage, puis il y a la cave. Et la manière que les fondations étaient faites, quand mes parents faisaient l'amour, c'est la porte de la cave qui faisait comme clac-clac, clac-clac, clac-clac. Fait que moi, j'ai plein de souvenirs de me rappeler d'écouter la télé, puis clac-clac, 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 on va monter le son de la télé parce que là, OK. Mais jamais, tu sais, mon père, mes parents se frenchaient à langue des French, pas des Tibets secs, là. Excuse-moi. Il disait quand il allait la porter au travail, il se frenchait des gros coups de langue. Mon père caressait ma mère, on disait qu'il pouvait lui pogner un sein de fesse devant nous. Puis c'était très clair qu'il y avait une sexualité active et c'était important dans leur relation à eux. Et qui n'ont jamais été gênés de le montrer aux enfants. Ils ne faisaient pas ça à porte ouverte, là. C'était pas un code DPJ. Là. Ouais. Mais c'était que, non, c'est important dans la vie, la sexualité. Fait que ça n'a pas été tabou, je dirais. Est-ce que ton père ou ta mère t'en parlait de ta vie sexuelle à toi? Est-ce qu'il y avait comme un éveil,
Aïe, je sais pas pourquoi je faisais ça, mais je pouvais poser des questions, mais j'en posais pas parce que clairement, je comprenais ce qui se passait, mais hey, je sais pas pourquoi je dis ça. Une question d'enfant, puis là, j'ai aisé avec mes enfants, 5-8 ans, là. Là, ils découvrent leur corps, là, encore, dans la douche, là, tu fais comme... Faut pas juste que tu te laves à une place, hein, parce que là, c'est dur le cacher que tu te frottais, là, tu sais. Deux petits garçons qui découvrent leur corps et les réactions de leur corps. Et je me rappelle, j'ai posé à ma mère, tu sais, je comprenais pas, mais là, quand le monsieur fait l'amour, mais là, qu'est-ce qu'il fait s'il a envie de pipi? Et là, j'ai juste ma mère de rire. Non, inquiète-toi pas, ça arrive pas, il n'y a pas de danger, c'est deux choses complètement différentes. Je me rappelle d'une de mes craintes, c'est que le monsieur fasse pipi dans la madame. Mais il n'y a jamais eu d'histoire de fleurs qui butinent. C'était clair, c'est monsieur et une madame, ils s'aiment, ils font l'amour, puis ils ont un bébé. Fait que c'était ouvert, je pouvais en discuter avec mes parents. Et je sais pas qu'est-ce que ça l'a affecté. J'ai pas peur de démontrer de l'amour devant ma femme, devant mes enfants, mais je reste quand même un peu plus genre le fait qu'on dise, c'est niaiseux, que mon père touche les seins de ma mère, je fais comme, ça a quand même peut-être marqué un peu ma jeunesse. Je suis comme, me semble, moi, je ferais pas ça devant mes enfants aujourd'hui, tu sais. Fait que ça, moi faire ça. Ouais, je fais comme, OK, je comprends que, mais moi, fait que... Oui, ça me fait rire, ça. Mais est-ce que ça a fait toi de quelqu'un, tu penses, de plus ouvert sexuellement? Je pense l'école de théâtre, en fait. Quelqu'un de moi. Hein? Oui, parce que moi, je suis sorti du secondaire. J'avais 16 ans, dans le fond. Ouais, puis j'arrive à 17 ans à l'école de théâtre. Fait que... Puis, tu sais, hey, moi, je sors, je suis préparatoire. Fait que je sors du secondaire, je m'en vais en habiter en appartement. Et là, j'étais à une école de théâtre. Fait que là, c'est la première fois... gay, lesbienne, bisexuelle dans mon groupe, des différences d'âge. J'ai un Français de 27 ans quand moi j'ai 17 ans qui ne sait pas se faire du craft dinner. Fait que je suis ouvert à tout. Puis tu sais, les théâtreux, là, hein, les écoles, les French, des French à 4 personnes qui se French avec la langue dans le milieu, j'ai tombé là-dedans assez rapidement. Fait que accepter les différences, faire des essais, j'ai été vite là-dedans dès ma jeune âge. Puis d'accepter ça, puis de vivre, c'est correct. Puis, hey, je le disais tantôt, t'as rien qu'une vie à vivre, mais ça vaut tout le plaisir que la vie peut t'apporter. Et la sexualité, c'en est une. C'est un des meilleurs plaisirs de la vie. Donc, oui, j'ai été très, moi, dans l'ouverture. Épicurien. Oui, épicurien. Puis moi, je suis beaucoup là-dedans. Ouais, fait que je suis très ouvert sexuellement. Puis j'essaye, mais... je sais mes limites, je sais ce que j'aime, je suis ouvert à essayer d'autres affaires, mais je suis surtout dans l'acceptation de « Hey, moi, là, il n'y a rien que tu peux dire que je vais te juger sexuellement. » Je suis vraiment dans « C'est ça ton kink? Go! » Tu contrôles pas la pulsion de « Aïe, j'aime ça quand cette personne-là, tu me fais ça de même. » OK, c'est... Moi, on est con de pas en profiter. Il y a des terminaisons nerveuses. Puis toi, si je fais ça, ça doit te dire, je vais te le faire. Je suis vraiment dans l'exploitation maximum des plaisirs sexuels. Avec l'exploration. Avec l'exploration. Puis dans ton couple, est-ce que c'est facile d'en parler? De plus en plus. Ma blonde était plus pudique, plus réservée là-dessus. Et après 16 ans, là, c'est plus facile d'en parler. Et dans la dernière année, je te dirais, il y a vraiment eu une plus grande ouverture de la part de ma femme. Et... c'est ça, on était vraiment deux spectres. Là. Ma femme, elle, c'est timide, on parle pas beaucoup de sexualité. Et bonjour, j'ai fait l'école de théâtre. Je m'en vais tout nu à travers le monde. Mais oui, mais t'as quand même fait ça, là. Ouais. Donc, puis ça, c'est niaiseux. Moi, je suis super pudique quand même. C'était très confrontant. Mais comme Big Brother, c'est une petite parenthèse sur le monde est à nu. J'avais une boule dans le ventre. Aïe, je ne veux pas faire ce documentaire-là. Ça veut dire qu'il faut que je le fasse. Puis je suis content parce que ça m'a fait vivre des expériences d'une vie incroyable. Mais oui, fait qu'avec ma femme, on est vraiment plus dans l'ouverture d'essayer des choses. Puis, mais à son rythme, tu sais, puis même elle, des fois, elle faisait ah non, ça, c'était bizarre. Puis la communication. Je trouve ce qui s'est amélioré en 16 ans, puis ça, là, c'est vrai pour tout. Dans ta vie professionnelle, personnelle, amoureuse, amicale, la communication, c'est la clé. Parle. Mais le sexe, ça devrait être la même chose. Moi, j'y ai dit, ma blonde était peut-être timide. J'ai dit, non, dis-moi-les. Genre, j'ai pas d'orgueil. Pas prendre ça personnel. Pas d'orgueil. Plus fort, plus vite, plus doux,
plus là, plus à gauche, plus à droite. Qu'est-ce que tu veux que je le fasse? Je suis à ton service. Et ça a souvent été ça, même sexuellement, moi, ça a été ça. Genre, je me rappelle de... Et oui, pourquoi je me rappelle? La phrase « fais-toi plaisir », je l'ai souvent dit lors de relations sexuelles, genre hey, « fais-toi plaisir, je veux m'assurer ». Peut-être aussi parce qu'un homme, on est comme... Regarde, nous, ça sera pas compliqué après, ça va peut-être... je veux m'assurer que tu aies du plaisir avant, OK? S'il vous plaît, parce que sinon, après, il faudra se donner 15 minutes. Okay? Fait que moi, c'est de la communication, puis j'ai dit, puis, on en communique. Fait que tu veux faire plaisir, évidemment, là aussi. Oui. Oui. Et puis, je veux tout bien faire, puis je veux que le monde aime ça, puis oui, il n'y a pas... Crème, en plus, les femmes, vous avez la chance d'avoir des multi-orgasmes, c'est tellement le fun. Si je pouvais vivre une journée dans le corps d'une femme, puis avec ma blonde, je regarde, on fait l'amour, puis moi, les yeux ouverts, parce que c'est un spectacle voir une femme atteindre l'orgasme, juste comme t'as tellement là la fun. Tu vois la gradation. Hey, je m'emporte, je suis désolé. Et tu vois tout, c'est comme wow! Puis ouais. C'est une belle histoire que tu viens de nous raconter. Puis c'est tellement important, je trouve, quand... Des fois, on dit, t'as 16 ans. Moi, ma blonde, je pense, en 16 ans, on s'est jamais vraiment chicané. Aucune grosse chicane, jamais. On s'aime pas assez pour ça, non, c'est vrai. Non, mais j'ai dit, tu sais, puis les moindrement que, des fois, il doit y avoir des frictions. Puis je réalisais, hey, là, ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait l'amour. Puis soit j'ai dit ou je le mentionne pas, puis ça donne qu'on fait l'amour. Puis naturellement, le lendemain ou même le soir, ah oui, je pense qu'on avait besoin de ça. On avait besoin de se retrouver là, de communiquer, de s'aimer, de faire comme on se calme là, la routine des lunchs puis des devoirs puis tout là, on accordait beaucoup trop d'importance à ça. Mais c'est intéressant de parler de l'orgasme au féminin parce que ça a été longtemps quand même une forme de tabou, l'orgasme au féminin. Tu sais, combien de femmes ont dit... Moi, je sais, quand j'étais jeune, j'écoutais des émissions où les femmes parlaient, puis parlaient de la simulation de l'orgasme et tout ça. Ça, on était... c'était comme pas bien accueilli, même par les autres femmes, d'être à la télé puis de parler d'orgasme au féminin. Et aujourd'hui, quand on regarde les plus jeunes que... c'est tout à fait naturel. Il y a vraiment un bon bout de chemin qui était à force d'en parler, de faire des émissions, mais aussi d'en parler dans les maisons, d'en parler entre filles, d'en parler à travers un couple. Il y a quelque chose qui se passe. Je t'écoute en parler aussi. C'était rare qu'on entendait un homme dire « Moi, je garde les yeux ouverts parce que je veux voir ma femme vivre pleinement son orgasme. » C'était pas quelque chose qu'on entendait. Les jouets sexuels, maintenant, c'est Eros, on a la science peut nous aider là-dedans. Hey, depuis nous, là, il y a des jouets, là. Un jouet, là, c'est notre ami, on l'amène en voyage, on l'amène partout, on l'amène n'importe où. Je fais comme, pourquoi s'en priver? Pourquoi tu peux maximiser ton plaisir? Go, mon amour, je le prends pas personnel. Il va pas me remplacer. Là. Il te fera pas rire, ce jouet-là. Il va te faire jouir, mais il te fera pas rire. J'ai quand même... Mais tu vois, l'autre fois, on a reçu Caroline Néron là, qui parlait de ces dildos là, qu'elle vend. Puis elle dit, moi, c'est pour le couple que, pour moi, ça vient apporter quelque chose au niveau de la sexualité du couple. Elle n'est pas en individuel. Tu sais, parce qu'elle dit, on parle toujours de ça comme quelque chose de solo. Et c'est ce que tu dis, c'est à travers la vie sexuelle du couple aussi. Oui, puis non, puis de la tournée, tu sais, pauvre elle, des fois, je suis parti longtemps. Hein? Elle doit aimer ça qu'on parle d'elle comme ça. Ah oui, c'est sûr qui est un peu timide envers quand même. À Broydon, c'est des grands-parents encore, là. Oui, on va revenir en arrière. La dernière question, Martin. Si tu regardes en arrière, de quoi es-tu le plus fier? C'est la question Opto-Réseau. Je suis fier de l'humain que je suis. Je sais pas pourquoi. C'est comme puis je me tape beaucoup. Même ça, dire ça a été quand même un peu difficile. J'avais peur je vais te sonner prétentieux, mais j'aime ça faire du bien dans la vie. Puis je pense que j'en fais. Je pense que je suis une personne gentille. Quand les gens m'approchent dans la rue, on dit qu'ils me reconnaissent. Je veux leur faire plaisir. Si je suis courtois, j'aime être poli. Trop poli, je suis des fois trop pour pas être dans la confrontation, mais pour
je cherche le mot, mais pour faire plaisir aux gens. Mais je suis fier de tout ça. Je suis fier de gagner ma vie en faisant ce que j'aime. Je gagne ma vie en faisant du bien aux gens. Puis c'est ça, moi, je me raccroche à tous les soirs avant de monter sur scène c'est ça que je veux faire dans la vie, moi. Tu sais, il y a des humoristes, des artistes qui servent de leur micro pour faire bouger la société. Puis sont là, puis ils ont un style d'humour. Moi, là, je veux que pendant que les gens viennent voir mon spectacle, ils oublient leurs problèmes, le temps de rire des miens. Mais cette phrase-là m'a tellement ancré. Je fais comme, c'est ça qui me fait du bien. Moi, je faisais la guerre des clowns pendant la pandémie. Et il y a une femme, on jouait à des jeux de société en Facebook Live avec des humoristes, on faisait rire les gens. Puis j'ai eu un message à un moment donné qu'une femme qui avait perdu son enfant de 4 ans. Puis elle me dit, je suis incapable de rien faire. Puis tous les soirs, je me couche dans le lit en écoutant la guerre des clowns. C'est la seule chose qui me permet d'arrêter de penser à mon deuil. Puis j'ai fait comme, ça, c'est pour ça que je fais ce métier-là. En rodage à Trois-Rivières dernièrement, il y a un homme qui vient me voir et hey, je peux-tu prendre une photo, je peux-tu te serrer dans mes bras? Puis là, il est devenu super émotif parce que cet homme-là, il me dit, cette semaine, j'ai su que j'avais un cancer de stade 4. Puis je pensais pas sortir. Puis je suis venu voir ton show, tu m'as tellement fait du bien, puis je parle un peu de ça, de savourer un peu ça, la vie. Puis je peux-tu te prendre dans mes bras? Puis il m'a tellement touché, mais le fait de savoir que hey, j'y ai fait du bien, j'ai fait comme... Ça m'aide à l'aube de ma première de « Oh, y a-tu du monde qui vont pas aimer mon show? Je fais comme « Hey, faut que tu t'en foutes parce que c'est ça ton but sur Terre. » là. Moi, je suis un peu là-dessus. Mon but sur Terre, c'est de divertir les gens et de leur faire du bien. Puis je sens que je fais du bien avec mon métier, mais j'essaie de faire du bien aussi juste en étant gentil dans la vie. Oui, des fois, je suis trop gentil puis c'est là pour moi, mais c'est pas grave parce que le plaisir de faire du bien aux gens est plus grand que la lourdeur que ça peut amener de m'enlever du temps pour moi, pour être gentil. Mais j'aime ça. C'est ce qui donne un sens à ta vie. Exactement. Mais tu comprends aussi que tu dois faire attention à toi si tu veux faire ça le plus longtemps possible. Oui. C'est là-dessus, il faut que je travaille aussi, à faire du bien à moi aussi. Mais c'est ça, mais à penser à toi. Tu sais, qu'est-ce que ça te prend dans ta vie pour te sentir bien? Donc, faire du bien aux autres, clairement. Des rires, de l'amour, mes enfants, ma femme. Puis ça a changé aussi beaucoup depuis que j'ai mon clan. J'étais quelqu'un de très anxieux, mais quand je reviens, on dirait, d'un show, d'une journée de tournage, ou peu importe ça allait pas, puis je vais voir mes gars dans leur lit, puis là, ils sont rendus tellement beaux, ils ont un lit superposé, puis une petite lumière d'allumée. Mais moi, je me parle, je les regarde, puis je me dis, hey, il n'y a rien d'important autre que ces deux petits bonhommes-là. C'est pas grave. Eux, là, ils s'en foutent que tu n'as pas été bon à soir. Ils s'en foutent que tu n'as pas été drôle. Ou ils s'en foutent que tu trouves que tu n'as pas été bon ou n'importe quoi. Eux, là, ils t'aiment puis ils ont besoin de toi. Fait que ça m'aide à... OK, on s'en fout. Fait que mon clan, là, que tout pourrait arrêter du jour au lendemain dans ma carrière, comme dans l'auto avec le chevreuil, je fais « Hey, j'aurais eu une méchante belle carrière, j'ai vécu des choses. L'important, c'est que j'ai mes 2 enfants sur moi avec ma blonde puis mon chien à côté, puis je peux savourer la vie parce que je ne sais pas quand ça va finir. » En tout cas, je te souhaite de faire du bien au monde le plus longtemps possible. Ben, merci beaucoup. Merci, Martin Vachon. Merci Quelle belle rencontre. Ben, et je pense qu'on te connaît vraiment plus. Merci. Merci à tout le monde aussi d'avoir été. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.